Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan lecture du mois de septembre. Je suis désolée par avance si vous entendez des bruits de travaux, mais il y a des travaux en bas de chez moi avec un marteau-piqueur sublime à 7h30 du matin et des travaux juste à côté, dans l'appartement d'à côté. Mais je repousse le tournage de cette vidéo depuis déjà 4 jours. On est jeudi au moment où je tourne et il faut que je la poste dimanche. En plus, j'arrive pas à me concentrer avec ces bruits de marteau-piqueur là. Bon bref, je ne peux pas la repousser plus, donc on va commencer tout de suite. Au début du mois, j'ai commencé par des graphiques et j'ai lu Le Cercle du Dragonté, le premier tome du coup de Cathy O'Neil. Et c'est une BD jeunesse, oui c'est ça, c'est une BD jeunesse où on va suivre une jeune fille qui est apprentie forgeronne mais qui va découvrir un petit peu par hasard un dragonté qui s'était perdu, enfin il était dans une petite ruelle et elle s'occupe un petit peu de lui et le ramène à son propriétaire. Et le propriétaire, en signe de reconnaissance, lui la remercie et au vu de son intérêt, il lui dit « Ah, est-ce que ça t'intéresserait de savoir t'en occuper, quoi, tout simplement ?» Le pire résumé du monde, mais en tout cas c'est une petite BD, je crois qu'elle fait moins de 100 pages, et donc c'est une trilogie, oui c'est ça, c'est une trilogie. Et comment s'appelle cette jeune fille, je sais plus, hein. Greta, voilà, Greta. Et j'ai beaucoup aimé son implication dans la tâche qui lui incombe, que ce soit la forgerie ou les dragontés, c'est deux mondes diamétralement opposés, mais elle est très attachée à la forgerie parce que c'est sa maman qui la tient et elle a vraiment envie de savoir, elle a vraiment une soif d'apprendre, une soif de savoir assez grande. Et c'était ça que j'ai trouvé très intéressant, et aussi la relation qu'elle a avec l'autre apprentie, je me souviens plus de son nom. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette BD, elle est très mignonne, elle est assez inclusive. Si vous entendez encore des petits bruits, c'est Peterson également. C'est le florilège de bruit et de boucan en ce moment chez moi, c'est parfait. Je disais, j'aime beaucoup le lien entre les personnages, c'est une BD très mignonne, assez inclusive. Et si j'ai l'occasion, je lirai la suite. Après, j'ai enchaîné avec une nouvelle saga de manga, c'est Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nekuko Gare. Alors, il me semble que Nekuko Gare c'est la dessinatrice et Itsuki Nanao c'est la personne qui fait le storyboard, si je dis pas de bêtises. Et j'ai lu les 5 premiers tomes et j'aime beaucoup. Je trouve que le personnage principal qui s'appelle Mao Mao, oui c'est ça. Ah oui, voilà l'histoire. Du coup, Mao Mao est apprenti apothicaire avec son papa qui est lui-même apothicaire, enfin son père adoptif. Et un jour, elle va se faire enlever et elle va être vendue à la cour intérieure du palais, donc la cour intérieure de l'empereur. J'ai un petit peu de mal, je voulais dire du roi. De fil en aiguille, elle va se retrouver dame de compagnie d'une des courtisanes et elle va entrer dans cet univers assez étonnant et assez piquant des dames de compagnie et des courtisanes de la cour intérieure. Arrête de mordre. Tout ça, elle va découvrir cet univers-là qui est vraiment en total opposé avec ce qu'elle est, parce que elle, ce qu'elle aime, c'est vraiment les poisons et les venins, et dans la cour intérieure, c'est plutôt un peu plus superficiel sur la garde-robe et enfin, superficiel non, parce qu'il y a quand même des bons coups bas et tout, mais bon, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. J'ai adoré le personnage de Mao Mao, je la trouve très espiègle et elle a en fait, je trouve que son amour pour les poisons est très drôle, parce que vraiment, elle a une sensation de bonheur intense quand elle est en contact avec un poison, vraiment les expressions, oh, putain j'y arrive pas à parler, c'est fou. Du coup ces expressions dans le manga quand elle a ce bonheur intense d'un poison, enfin j'avais trouvé ça très très drôle, ce côté un peu ironique. J'ai bien aimé l'opposition entre la jeune fille frêle et son amour pour les poisons, bref ça va pas ensemble et j'ai trouvé ça très drôle. Et j'ai aussi beaucoup aimé ses interactions avec Jinchi, c'est un eunuque qui travaille à la cour intérieure et c'est un mec qui aime bien plaire et tout. Il aime bien faire tourner les têtes sur son passage et Mao Mao n'est pas tellement réceptive
à lui et à son charme, et je trouve leur interaction très très drôle, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je compte aller me les procurer tout à l'heure, demain, à la bibliothèque, donc j'ai hâte de lire la suite. Je crois qu'il y a 11 tomes à l'heure actuelle, et je sais que ma bibliothèque a les 10 premiers pour l'instant, donc voilà. Ça va vraiment être spécial bibliothèque parce que tout ce que j'ai lu c'est des emprunts, donc c'est vraiment le mois spécial bibliothèque. D'ailleurs, rappel, aller en bibliothèque c'est vraiment trop bien. Le prochain roman c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, donc c'est un cozy mystery, c'est une saga de cozy mystery qui a je crois 9 tomes à l'heure actuelle. Et celui-ci je l'ai lu sur ma liseuse et je vous avoue que c'est une lecture un petit peu mitigée. Pour vous donner le résumé, ici on va suivre Samson, je ne sais pas comment on prononce, qui va revenir dans son village d'enfance et c'est vraiment le mouton noir, tout le monde le déteste. Et du coup il va louer un petit local pour son entreprise de détective privé. Et du coup, la personne à qui il a loué ce local, c'est Delilah qui le déteste et sa famille la déteste au plus haut point. Donc pour vous dire leur rencontre assez houleuse, la première chose que Delilah lui dit, c'est un coup de poing. Donc elle ne lui dit rien, mais juste elle le frappe. Donc voilà, pour vous dire à quel point les relations sont assez glaciales entre eux. Et elle tient une agence de rencontres, une agence matrimoniale pour le village et les villages alentours. Et il va se trouver que Samson a été mandaté par l'une des habitantes de ce petit village parce qu'elle est persuadée que son fils ne s'est pas suicidé mais que c'est un meurtre. Et au fur et à mesure on va découvrir que ce meurtre et ces meurtres vont être en lien avec l'agence matrimoniale de Delilah, donc ils vont travailler ensemble et machin. Donc bon, c'est du cozy mystery, il y a un meurtre dans une campagne anglaise et ça fait pas peur, c'est ce qu'il me faut. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire et malgré le fait que ça se lise assez vite, la plume est assez addictive quand on est dans le roman, mais j'ai mis un petit peu de temps à vraiment m'intéresser à l'histoire et à vraiment être captivée. Et aussi j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher aux personnages, notamment à Delilah que j'ai trouvé un petit peu agaçante, un petit peu trop... je sais pas, je l'ai trouvée un peu saoulante. Beaucoup plus préféré tout simplement. J'ai préféré Samson que j'ai trouvé un petit peu plus modéré dans ses actions et ses propos. C'était sympa comme lecture, mais j'irai pas lire la suite. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé cette saga et je comprends qu'on puisse l'aimer parce que c'est une saga de cozy mystery tout à fait mignonne et intéressante, mais moi j'ai pas pu me plonger assez pour lire la suite et vu que j'ai pas spécialement aimé Delilah, j'ai pas forcément envie de lire la suite du coup. Et on va passer à des livres que je peux vous présenter en physique, c'est quand même bien plus cool. La brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Garmus aux éditions Robert Laffont. Je suis désolée, il faut que j'enlève ça là, parce que comme vous le voyez, je suis éblouie. Donc La brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Garmus, c'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec Snodza. C'est la première lecture commune que je faisais avec qu'une seule personne et j'ai trouvé ça trop bien. On pouvait s'échanger nos points de vue. Elle l'a lu en anglais et moi du coup j'ai lu la traduction. Traduction qui est très bonne, hein. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Qui l'a traduit d'ailleurs ? Qui est cette merveilleuse personne qui a traduit? C'est Christelle Gaillard-Paris. Je disais, je l'ai lu en lecture commune avec Snodza et on a toutes les deux beaucoup aimé. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Elisabeth. J'ai trouvé que c'est un personnage très touchant, très vrai et sincère qui ne fait pas de détour quant à la manière dont elle dit les choses. Pour vous résumer rapidement l'histoire, du coup Elisabeth est une femme dans les années 60 et d'autant plus une femme scientifique. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas déjà bien considérée vu que c'est une femme, et encore moins puisqu'elle essaie d'être scientifique selon ses collègues masculins. Elle est chimiste pour être précise, c'est ça. Donc elle est chimiste à l'Institut de recherche Hastings
où les hommes ont une vision très peu scientifique de l'égalité. J'aime beaucoup cette tournure de phrase. Seul fait d'exception, le solitaire et brillant Calvin Evans, favori pour le prix Nobel, qui tombe amoureux de l'esprit rationnel d'Elisabeth et de sa beauté, le résultat d'une véritable alchimie. Comme la science, la vie prend parfois des détours. Elisabeth abandonne la chimie pour devenir la vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique, avec ses techniques inhabituelles qui se révèlent révolutionnaires. Mais alors que son influence grandit, elle ne fait pas que des heureux. Il s'avère qu'elle n'apprend pas uniquement aux femmes à faire la cuisine, elle émet aussi au défi de changer le statu quo. Au final, je vous ai lu le résumé. Donc je disais que j'aimais beaucoup Elisabeth, vraiment, je trouvais son esprit... En fait, j'ai beaucoup aimé son esprit scientifique et le fait qu'elle n'accepte pas l'inégalité et le sexisme. Et elle le démontre vraiment par des faits purement logiques. Parce que ses homologues masculins à l'Institut lui dit et répète très souvent qu'elle n'est pas assez intelligente et elle leur met en évidence que ses recherches démontrent des choses et qu'on vient la voir elle parce qu'ils ont besoin d'aide et qu'elle n'est pas plus bête qu'une autre et qu'elle est aussi intelligente qu'eux. Bref, j'ai beaucoup aimé sa répartie et son côté un peu rentre-dedans en leur disant mais vous êtes complètement à côté de la plaque, regardez toutes mes compétences et voilà ce que je sais faire. Des circonstances après font qu'elle doit quitter cet institut et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le côté sur l'émission de cuisine parce qu'elle ne perd pas son authenticité et son amour pour la chimie parce que pour elle la cuisine c'est vraiment de la chimie et c'est vraiment une chose très sérieuse à prendre en compte, enfin c'est vraiment un sujet très sérieux et malgré le fait qu'on ait envie de la déguiser comme une bonne ménagère parce que c'est une émission qui s'adresse qu'à des ménagères et elle n'est pas d'accord avec ça, elle ne perd pas son authenticité et son franc-parler. Et c'est aussi pour ça que son émission fonctionne. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'on bouscule cette image très stéréotypée de la femme des années 60 avec Elisabeth. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Harriet que j'ai trouvé très drôle. Elle a un petit humour piquant qui relève un peu tout ça. Et les personnages sont vraiment bien faits, autant ceux qu'on doit aimer, autant ceux qu'on doit détester. J'en ai deux en tête qui mériteraient d'être enterrés vivants, mais un petit peu extrême la dame, mais c'est vrai qu'il pourrait quand même l'être. Si jamais ça vous intéresse, il y a une série qui va bientôt sortir, ça sort le 13 octobre, 11 ou 13 octobre je crois, sur Apple TV. J'ai très hâte de la regarder, donc je pense en faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo du livre à la série sur ce bouquin-là, parce que, bon après je pense que je vais quand même le faire parce que j'ai très envie de la regarder. Et c'est avec, comment elle s'appelle déjà cette actrice ? Brie Larson. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est cette actrice. Mais au début, dans ma tête, je pensais que c'était Elisabeth Olsen, la sœur de Mary-Kate et Ashley. Je crois que c'est Elisabeth son nom, je suis pas certaine. Est-ce que je l'ai associée en pensant que c'était elle parce que le personnage s'appelle Elisabeth ? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, lisez-le, c'est un très gros coup de cœur et je vais accélérer parce que ma vidéo est déjà extrêmement longue. Ensuite, j'ai eu envie de lire de la fantasy et ça ne me ressemble absolument pas puisque, comme je l'ai déjà dit et répété, je suis très vite perdue dans la fantasy. Mais j'ai lu Légende élatée de Travis Baldree. Ici, on va suivre Vive, du coup, c'est une orque qui a décidé de se ranger et de quitter la vie d'orque mercenaire et elle décide d'ouvrir son commerce et d'ouvrir un café et le café à cette époque-là n'est absolument pas connu. Vraiment les habitants se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce machin marron. Ils appellent ça du jus de haricot au début, j'ai trouvé ça très drôle. Donc elle va ouvrir ce café et elle va être aidée par plein de créatures différentes dont cette succube qui s'appelle Tendry, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, Tendry. Et du coup à l'ouverture de ce café elle va devoir être confrontée à la mafia locale, à différents petits inconvénients, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper cool. C'est de la cozy fantasy, je connaissais pas du tout ce genre.
et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à avoir beaucoup d'action, c'est vraiment pas ce que je recherchais. Et j'ai bien été servie parce que vraiment j'ai trouvé que Viv était très attachante. Le duo Viv-Tendry, j'ai trouvé qu'elles étaient hyper attachantes toutes les deux, elles s'entraident beaucoup et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Après j'ai beaucoup aimé aussi l'ouverture du café, la construction du café et un peu l'élaboration de la carte au fur et à mesure que les clients viennent et de leurs suggestions et des besoins, etc. J'ai trouvé ça très doux, très ce qu'il me fallait. Voilà, et j'ai tout compris. Voilà, j'étais très heureuse quand j'ai terminé mon livre en me disant j'ai tout capté, j'ai pas été perdue. Je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous avez entendu beaucoup parler de ce roman, vous l'avez vu beaucoup passer. C'est une cosy fantasy très mimes autour du café, donc voilà, je pense que ça peut vous plaire si jamais vous aimez ce genre d'univers. J'ai continué sur ma lancée de fantasy en lisant The Prison Healer de Lynette Noni. Donc c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Ici c'est le premier tome, La guérisseuse de Zalindov. Je crois que c'est une fantasy qui a quelques années déjà, mais je trouvais le résumé intéressant. Je vous avoue que quand je l'ai pris, je me souvenais plus trop du résumé, je savais juste que c'était... Du coup, qu'on était dans une prison et qu'il y avait une jeune fille qui devait passer c'est pas des étapes que je cherche, c'est des épreuves, voilà. Donc c'est à peu près tout ce dont je me souvenais, et donc pour vous faire un meilleur résumé, on va suivre Kiva, qui est du coup la guérisseuse de Zalindov. Elle y est enfermée depuis 10 ans. Et un jour, elle va devoir s'occuper de la reine rebelle qui a été capturée par les gardes, bref. Et la sentence de cette reine, c'est qu'elle doit participer à des épreuves, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, il y a 4 épreuves pour les 4 éléments, donc terre, eau, feu et air. Et bref, voilà, elle va devoir participer à ces jeux, sauf qu'elle n'est pas du tout en état pour le faire, et Kiva va prendre sa place parce que si elle réussit ces 4 épreuves, ça va la libérer, enfin elle va pouvoir être libre. Et vu qu'elle a été enfermée pour des raisons tout à fait injustes, elle décide de participer au jeu. Voilà. Et pour tout vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le truc qui m'a le plus interloqué, vraiment choqué, c'est à quel point j'ai trouvé que Zalindov ressemblait au camp de concentration, d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement parce que quand ils arrivent, du coup, en fait, je trouvais que Kiva avait un peu le rôle des tatoueurs de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Parce que au-delà d'être guérisseuse, quand ils arrivent, ils viennent la voir pour vérifier qu'ils ne sont pas infestés de je ne sais quoi. Elle doit leur graver un Z sur la paume ou sur la main gauche, il me semble. Ils ont aussi un bracelet d'identification, donc on les appelle pas par leur prénom, mais genre D12L300 quoi. Donc il y avait ça, donc le fait qu'ils soient tatoués, qu'ils aient un bracelet d'identification, et aussi qu'on leur rase les cheveux si jamais leur cuir chevelu est infesté de poux, de je ne sais quel autre nuisible. Et du coup ça m'a fait beaucoup penser à ça. J'ai trouvé ça assez terrible. Même si eux gardent leurs cheveux après qu'ils se soient rasés, enfin bref, leurs cheveux peuvent repousser. Mais ça m'a fait un petit choc quand j'ai lu ça et que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'aspects qui se ressemblaient. Mais après, au-delà de ça, ça n'a quand même rien à voir. Mais bon, ça faisait quand même beaucoup d'éléments enfin, en tout cas assez pour me perturber. En ce qui concerne l'histoire, j'ai trouvé que Kiva était très forte, très intéressante. Je sais pas si c'est un peu un cliché dans la fantasy, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit forte, mais qu'elle arrive à se confier au fur et à mesure du roman, au fur et à mesure des personnes qu'elle rencontre. Elle ose aussi montrer ses failles avec beaucoup de difficultés quand même, mais on voit aussi l'évolution de son personnage dans cet aspect-là.
Donc j'ai vraiment aimé beaucoup ce côté-là et j'ai bien aimé aussi les épreuves et le fait qu'on alterne entre les épreuves et son métier de guérisseuse. J'ai bien aimé aussi les aspects un peu de complot et de rapport de force entre les gardes et les prisonniers. Enfin bref, on voit à quel point certains gardes sont pourris, plus que certains prisonniers. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé et ça se termine sur un de ces cliffhangers. Je ne peux pas encore me procurer la suite parce que c'est déjà emprunté, mais je l'ai réservé à la bibliothèque pour lire le prochain. J'ai hâte de lire la suite, ça promet, parce que franchement ce cliffhanger je l'ai pas vu venir et j'étais là genre comment ça ? Je veux la suite tout de suite. Et le dernier livre que j'ai lu, je l'ai pas lu en septembre, j'ai lu le dimanche 1er octobre, mais vas-y c'est bon, ça passe. Et aussi parce que c'est un abandon, je l'ai pas du tout aimé et je compte bien vous parler de ça. Donc c'est Les années douces d'après le roman de Hiromi Kawakami et ici c'est l'adaptation BD de Jiro Taniguchi. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les recommandations de romans japonais en vous disant qu'il m'intéressait beaucoup et que j'avais très envie de lire, et bien je l'ai lu, et comment vous dire, c'était une catastrophe. Donc pour vous faire un rapide résumé, ici on va suivre du coup Tsukiko, qui est une jeune célibataire d'une trentaine d'années, et elle va rencontrer par hasard son ancien professeur de lycée, et ils vont petit à petit renouer des liens et se rencontrer de temps en temps pour manger, boire des cafés, des bières, bref voilà. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air super chouette, un lien intergénérationnel, je suis sûre que je vais kiffer. Parce que c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup quand il y a différentes générations qui se rencontrent. Pas du tout, j'ai détesté. J'ai lu jusqu'à la page 137. Je vérifie quand même que je dise pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. Oh, bah dis donc, il y a la dame qui est toute nue après. Bref. Donc j'ai lu jusqu'à la page 137, mais je voulais connaître quand même la fin, donc j'ai feuilleté la fin et j'ai pu savoir ce qui s'y passait. Bah, heureusement que je me suis arrêtée parce que c'est vraiment tout ce que je déteste, la fin, et la tournure que ça prend, vraiment tout ce que j'aime pas. Et pour vous dire, en fait, dès le deuxième chapitre, je me suis dit que ça n'allait pas le faire parce que on nous présente pas les personnages. La première page, c'est Tsukiko qui rentre dans un petit restaurant, qui commande à manger. Elle tourne la tête, elle voit son ancien prof et tout de suite, ils entament une conversation. Mais on nous les présente pas. Du coup, pendant mes 137 pages de lecture là, parce que du coup oui c'est une BD, oui mais je crois que je l'ai déjà dit, bref. Dans mes 137 pages de lecture, ils avaient des émotions, il se passait des trucs, mais j'avais aucun sentiment pour eux et je m'intéressais pas à eux parce que je les connaissais pas, on nous les présente pas. Du coup, je sais pas, je trouve que c'est quand même le minimum de présenter ces personnages à un moment donné, quoi. Juste une phrase, dites-nous, Tsukiko était une célibataire, machin. Ce mec-là, c'était son prof dans les années ou pendant ma terminale, ma première, j'en sais rien, mais juste nous dire qui sont ces gens. Parce que, ok, c'est une célibataire, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, machin, je sais pas, juste nous présenter les personnages. Bon, je disais, je viens de fermer parce que j'avais le soleil, c'était insupportable. On nous les présente pas vraiment qui sont ces gens, j'ai trouvé ça assez peu cohérent. Et vu que je m'ennuyais vraiment dans ma lecture, je trouvais que ça n'avait pas forcément trop de lien à chaque fois. Ils font des trucs, ils se retrouvent, et je trouvais que ça tournait en rond, machin, et j'aimais pas forcément la tournure des événements et j'aimais pas forcément la manière dont du coup elle l'appelle maître, son ancien professeur. J'aimais pas la façon dont le maître parlait à Tsukiko. Pour vous donner juste un petit exemple, à un moment donné il parle de son ex-femme en lui disant qu'elle aimait bien faire des randonnées et qu'elle forçait un petit peu pour faire des randonnées, machin. Et un jour, elle a trouvé un champignon, c'était les petits champignons qui font rigoler, là, bref, je sais plus comment ça s'appelle, bref, elle en mange un et elle a un rire incontrôlable dû à ce champignon.
Et quand ça s'est terminé, ils en ont discuté, du coup, ce mec-là et sa femme, là, son ex-femme. Et en gros, il lui dit « Tu nous as foutu la honte à ton fils, à notre fils et à moi. T'as foutu la honte sur nous. Et franchement, nous, on n'aime pas faire de la randonnée. Tu nous forces. » À quelle heure c'est foutre la honte à quelqu'un de rire? Déjà, il y a ça que j'ai pas aimé. Et oui, du coup, je trouve qu'il rabaisse aussi Tsukiko, tout simplement parce qu'à un moment donné, il lui récite un poème d'un auteur japonais et elle lui dit je ne sais pas de qui c'est, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et il lui dit mais comment ça, tu connais pas Bidule, là, je sais plus comment il s'appelle, t'as pas écouté en cours ou quoi, franchement, tu devrais savoir ça et t'as pas assez de culture, quoi. En gros, c'est ça. Et j'ai trouvé ça, mais j'étais là, mais tu peux pas tout connaître si c'est peut-être pas son fort non plus, la littérature japonaise ou la poésie japonaise, bref, j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'il lui lâche ça vraiment comme ça. Et du coup, en regardant la suite, quand je me suis dit que j'allais m'arrêter, du coup je feuillette, titi tatata, et évidemment ça prend une tournure que je déteste. Je vais spoil, je tiens à vous le préciser. Donc voilà, vous êtes partis. Pour ceux qui veulent pas être spoil, ils ont une relation amoureuse en fait. J'étais là genre, mais non, pourquoi, non? Et ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'il y a une espèce de relation très déséquilibrée parce que elle lui fait une déclaration d'amour qui a été vraiment terrible. À un moment donné, il est en train de partir dans une ruelle et elle se retourne en disant « Je vous aime !» en lui criant dessus. Et j'étais là genre « Oh mais non, mais tais-toi, pourquoi tu fais ça là ?» Vraiment ce genre de déclat, non. On n'en veut pas, on n'en veut plus, c'est pathétique. Et lui il se retourne, je sais plus ce qu'il dit, mais juste il est nul quoi. Et bref, à un moment donné, il conclut, ça se conclut entre les deux, et sauf que le truc c'est qu'elle l'appelle toujours maître. Est-ce que c'est parce que c'est un truc qui a perduré depuis toutes ces années et qu'elle l'appelle toujours maître, mais en même temps, ça couche ensemble, donc maître, bon, ça fait un peu bizarre. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé cet aspect-là, c'est pas du tout le lien intergénérationnel que je voulais. Le lisez pas parce que c'est vraiment mauvais, quoi. Déjà, juste, même si vous aimez ce genre de lien, soit que tous les goûts sont dans la nature, mais juste, il nous présente pas les gens, donc on sait pas qui c'est. Peut-être que le roman est mieux parce qu'il nous présente, mais la BD, non, ça ne va pas du tout. Bref, c'était mon avis final, c'était probablement très brouillon, mais heureusement que je me suis pas embêtée à lire les plus de 400 pages là, parce que franchement, si j'avais continué et que j'avais su le lien avec ça, je me serais dit non, pourquoi j'ai perdu mon temps? Donc je n'ai pas perdu mon temps, j'étais très contente. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu en septembre, si vous avez lu certaines choses de ce que j'ai présenté. Si jamais vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais je vous ai donné envie de lire certains titres, dites-le moi aussi. Et aussi, n'oubliez pas de me dire, j'en ai marre, je me prends le soleil depuis tout à l'heure là. N'hésitez pas à me dire aussi si la vidéo de la série, du livre à la série vous intéresse. Et je la posterai peut-être que en novembre parce que j'ai déjà un planning de vidéos prévu. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!